Et nous sommes de retour. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints dans cette magnifique nef pour la suite de nos travaux de cette deuxième édition du Forum Innoventech. Et dans la continuité, dans la lignée des échanges de ce matin, poursuivons avec une nouvelle plénière Trajectoire MICE 2025 sur le thème quel modèle gagnant pour nos équipements d'accueil et quelle cohérence avec les priorités de la collectivité. Pour échanger avec nous et avec vous, puisque j'ouvrirai une fenêtre d'échange si le temps nous le permet, nos invités sont les suivants. David Granit, qui était déjà des nôtres hier à Saint-Malo, créative technologiste chez Dorier Group. À ses côtés, Jean-François Quéroc, directeur général de Destination Rennes. Et enfin, Christophe Caillojos, qui est directeur général de Tour Événements. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Sur cette question, quel modèle gagnant pour nos équipements d'accueil et quelle cohérence avec les priorités de la collectivité? Jean-François Quéroc, prenez le micro. Au regard du type d'équipement dont vous disposez et de la dimension de votre collectivité, à savoir Rennes, quel a été votre choix d'orientation, votre choix d'investissement pour votre équipement en résonance avec la politique locale menée? Alors, en espérant ne pas être trop long, pour répondre à une question qui appelle des développements, peut-être dire que le choix de l'investissement dans un centre de congrès à Rennes est un choix très récent. Ça n'est pas seulement lié à la jeunesse de cet équipement, 2018, première année d'exploitation, mais aussi au fait que la décision de se doter d'un centre de congrès à Rennes est récente, date de 2008. Nous étions sans doute la dernière capitale régionale à ne pas disposer de cette fonction métropolitaine majeure. Donc du coup, la question posée, comment est-ce qu'on développe, on installe un centre de congrès sur son territoire, et comment on développe l'activité et comment cela génère des retombées économiques et sociales, voilà, on est entre nous, donc on voit bien de quoi il s'agit. À cette question a été apportée une réponse préalable. Avant même de se poser la question du développement d'un centre de congrès sur son territoire, il faut se poser la question de l'attractivité du territoire, c'est-à-dire des conditions d'éligibilité du statut de destination. Rennes, en 2008, ce n'est pas une destination, c'est un peu une destination touristique, mais alors pas du tout, forcément, une destination rencontre professionnelle. Et donc la question à laquelle on a essayé d'apporter une réponse, c'est quelles sont les conditions de la reconnaissance du statut de destination ? On en a identifié, alors selon mes présentations, c'est 4 ou 5, donc on va voir combien ça fait à la fin. Mais je dirais que, alors si un propos quand même, c'est de dire que ce ne sont pas des conditions alternatives, elles sont cumulatives. C'est la réunion de toutes ces conditions qui font que l'on reconnaît qu'un territoire est une destination. La première condition, c'est évidemment l'identité. Que cette identité soit perçue, quelle est la notoriété évidemment la plus importante, mais surtout que beaucoup de valeurs positives soient accolées à cette identité. Donc c'est tout le travail sur la révélation, sur le récit, sur l'image, la valeur d'image, les valeurs d'image de ce territoire auprès des cibles évidemment auxquelles on souhaite s'adresser. La deuxième condition d'éligibilité, c'est la capacité à faire valoir des compétences, des excellences, des singularités, alors qu'on va chercher dans le monde de l'économie, dans l'enseignement supérieur et la recherche, dans la culture, dans la vie sociale, dans le tourisme. Et donc évidemment, on partage avec beaucoup d'autres métropoles à Rennes les mêmes compétences. Donc tout l'enjeu, c'est de repérer quelles sont celles qui nous sont singulières, qui vont nous permettre finalement d'affirmer une légitimité à aller conquérir tel ou tel marché, tel ou tel congrès, tel ou tel événement. La troisième condition, alors elle est triviale, c'est la capacité d'accès. Être un territoire accessible, qui assure une mobilité interne, ça devient évidemment, c'est une condition très, très importante, qui s'est renforcée évidemment sous les coups des crises que nous avons traversées. Donc en 2008, on savait, enfin 2008, oui, j'exagère un peu, mais enfin les années qui ont suivi, on savait que Rennes allait améliorer sa capacité d'accueil par les voies de communication et singulièrement la ligne à grande vitesse qui s'est ouverte en 2017. Et puis, au-delà de cette capacité à accueillir à partir de bassins émetteurs de la clientèle, c'est comment tout ça circule sur le territoire. Et là, l'enjeu, évidemment, mais nous le partageons tous sur nos territoires respectifs, c'est la fluidité, la rapidité, le moindre impact carbone, évidemment, de ces déplacements. Le choix à cet égard, le choix de localiser le centre de congrès de Rennes au couvent des Jacobins en hypercentre a été totalement décisif de l'amélioration de notre réponse sur ce terrain-là. La quatrième condition, c'est l'offre. Et là, on retrouve évidemment le centre de congrès, mais pas seulement. Non, voilà. On sait bien, nous tous,
que pour convaincre un client de choisir notre territoire et choisir notre équipement, il faut le rassurer sur l'offre des autres, hein, celles et ceux qui nous accompagnent en termes d'hébergement, de transport, de services, d'accueil, etc., etc. Donc, quelle est notre capacité d'offre et est-elle suffisante pour accéder au marché? Et si elle ne l'est pas, construisons-la, développons-la. Et assurons-nous, surtout, au-delà de la capacité nominale, de la disponibilité de cette offre. Et donc ça nous conduit sur un terrain qui nous concerne tous, là aussi, très largement, c'est la relation avec tous les acteurs du territoire. Et pour s'assurer de la meilleure relation possible, de manière à ce qu'on reçoive évidemment des réponses qui vont bien et que l'on peut accompagner dans la relation avec nos clients. Vous le savez bien, parfois il faut garantir une réponse jusqu'à 3 ans avant la tenue d'un événement. Parfois plus d'ailleurs. Et puis la dernière condition d'éligibilité, c'est s'assurer de notre capacité d'accompagnement du client en lui apportant une réponse rapide, en lui garantissant un interlocuteur le plus unique possible, de manière à ce qu'il ne s'embarrasse pas à passer 15 coups de fil, alors qu'il pourrait en passer un seul pour avoir la totalité de sa réponse. Voilà, je vous ai passé en revue, pardonnez-moi, c'était un peu long, ça fait 5 en fait, hein, merci, ça fait 5 conditions. Voilà, et nous on s'est attachés, pour répondre à la question comment est-ce qu'on développe un centre de congrès, à d'abord répondre à ces 5 conditions. Voilà, et on a travaillé sur l'intégralité de ces conditions, avec plus ou moins de réussite, mais on a la faiblesse de penser qu'on n'y est pas trop mal parvenu. Et je m'arrête là parce que voilà, je voudrais laisser la parole aux autres. Hein, mais la réponse du développement du centre de congrès a été assurée par la qualité de cette réponse-là à ces exigences. Voilà. Quittons Rennes pour Tours avec vous, Christophe Caillojosse. Justement, ça fait écho, j'imagine, ces questionnements, ces conditions que vient nous expliciter Jean-François Queyroc à l'instant. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le même cas de figure, notamment en pleine crise Covid, qui a percuté aussi Tours comme les autres villes de congrès? Ou est-ce que la configuration est différente, en sachant que Tours est une ville de taille moyenne, on va dire? Alors juste un point, moi je suis très admiratif du travail de Jean-François Queyroc, parce qu'il a poussé sa réflexion au bout du système. Et je trouve ça, franchement, bon, il l'essaie, je l'ai déjà dit, donc il faut faire comme si c'était pas bien. Mais franchement, c'est une vision à 360 degrés de notre marché, où il y a du développement économique, il y a de l'Office du tourisme, il y a du Palais des Congrès, il y a du Convention Bureau, voilà. Le fameux un coup de téléphone au lieu de 15. Donc vraiment bravo Jean-François. Je te l'ai dit, j'ai présenté ton concept de destination à mon conseil d'administration. Alors oui, il y a eu la crise Covid, et la crise Covid nous a fait prendre conscience de plein de choses. Une des premières choses, c'est que les politiques, en tout cas en ce qui concerne modestement, et j'ai des leçons à donner à personne, modestement, dans notre territoire, région Centre-Val-de-Loire, les politiques se sont dit, tiens, ces gens-là font pas que de la pom-pom girl. Ben non. Nous, on a un palais des congrès qui est signé Jean Nouvel, qui fait 26 000 m², qui est au cœur de la ville. On a un parc expo qui fait 30 000 m² sur 19 hectares. Non, on ne fait pas que des pom-pom girls. Notre activité nourrit directement et indirectement beaucoup de gens, beaucoup de petits métiers. Et c'est pas mal de dire que ce sont des petits métiers, des hôtes, des hôtesses, des étudiants. Pendant la crise, les étudiants et les étudiantes n'ont pas travaillé. On les a vus à des moments donnés, vraiment, ils n'étaient pas bien, parce qu'il manquait les 150, 200, 300 euros pour boucler la fin de mois, parce qu'ils font des métiers dans nos métiers événementiels. Donc la crise Covid a interpellé les politiques pour dire, tiens, ces gens-là ont une vraie activité, un vrai écosystème. En tout cas, ça s'est passé, moi, dans ma région. Et ça nous a permis, nous, de réfléchir à plusieurs éléments. Premier élément, c'est de se dire que demain, la compétition entre villes va être terrible. On s'aime tous, on se respecte tous, et on apprend des uns des autres, on regarde ce que font les uns et les autres, mais objectivement, demain, c'est la bataille. Même, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les grandes destinations, les plus petites, toutes vont se battre pour faire venir qui un congrès, qui une convention, bref, pour briller. Et comme l'a rappelé à juste titre Jean-François, il y a bien 5 conditions. Il faut que les gens se sentent à l'aise à tous les niveaux. Donc nous, on s'est dit, Tours, notre agglomération fait 300 000 personnes, on est la 20e métropole française. Pourquoi on va nous choisir, nous? On n'est pas un lieu comme le couvent des Jacobins, mais on a d'autres qualités. Donc on a beaucoup travaillé sur nos qualités. Et on s'est dit surtout,
avec ces histoires de visio, etc., on va perdre du tourisme d'affaires. Parce que naturellement, toutes les études, et le monsieur D'accord tout à l'heure en parlait, il va y avoir une perte, entre guillemets, entre 5 et 10%, 15% pour les moins optimistes, de volume d'affaires liés à des petits séminaires, etc., qui ne vont pas se déplacer. Ce qui fait quand même beaucoup de monde quand même dans nos palais des congrès. Moi, je reçois 475 000 personnes par an, tout compris les spectacles, les congrès, les salons, etc. Ça fait quand même du monde. Donc vous enlevez 10%, ça a tout de suite un impact au niveau des hôteliers, du traiteur qui va avoir moins de roast beef à couper, de laitue à acheter, de tickets de métro à vendre, etc., 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 etc. Donc nous, on a réfléchi à se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans notre palais des congrès qui change un petit peu, on a beaucoup de mètres carrés, il y en a qui ne vont pas être utilisés. Donc on a décidé de geler dans notre palais des congrès 800 mètres carrés. Et on s'est dit, et ça c'était une demande aussi des élus suite aux élections municipales, le maire me dit, mais comment faire pour que le grand public puisse pénétrer ces lieux qui sont généralement un peu fermés, en tout cas le nôtre, plutôt réservés aux entreprises, à ces vilains séminaires du CAC 40 qui viennent, là, on ne sait pas bien ce qu'ils y font, ou ces congressistes avec des médecins, ils parlent de spécialités médicales un peu... Des lieux déconnectés un peu de la vie locale. Un peu totalement déconnectés. Donc le fait, nous, de se dire, on va changer un peu nos habitudes dans ce palais des congrès, on a souhaité installer une exposition permanente. Alors là, on a commencé avec une exposition photographique avec notre ami Jean-Marie Perrier, sur 800 mètres carrés, de manière permanente. On a décidé de faire 3 à 4 expositions chaque année, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse entrer dans ce palais des congrès, que ça ne soit pas juste réservé aux professionnels ou à des salons grand public, mais qu'on puisse avoir une nouvelle utilité, une nouvelle utilisation de ces lieux. Nous sommes ouverts du lundi au dimanche. Voilà, on n'était pas ouvert avant le samedi et le dimanche, outre quand on a des événements. Et ben là, le palais tourne à plein avec cette exposition. Et avec cette exposition, en fait, on a créé à côté un espace de restauration ouvert sur la ville, véritable ambassade de notre territoire. Tours, c'est les vins de Loire, c'est les châteaux de la Loire. Donc on a passé un deal avec nos amis vignerons et on met en avant les meilleurs vins, pas forcément les plus chers, de notre territoire, pour valoriser notre territoire. On travaille aussi sur des choses qui sont bêtes, mais la petite épicerie qui met en avant les produits des artisans de nos territoires, pour que le grand public puisse pénétrer dans cette épicerie. On a choisi pour lui ce qu'il y avait de bien. Quand les congressistes viennent, ils ont aussi accès rapidement au meilleur de notre territoire. On veut être une ambassade de notre territoire. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je vous dis. Simplement pour nous, ça a été un moment important puisqu'on l'a mis en place. On a investi dans cette nouvelle exposition, 800 mètres carrés. Donc ça énerve beaucoup mon directeur des opérations parce que comment on va faire pour installer ? Ça change. Voilà. Il faut qu'on optimise les espaces. Et la place du numérique dans tout ça ? Parce que je sais que vous avez investi dans un studio télé. Comme beaucoup de dirigeants de sites, nous, très rapidement, on a créé un studio TV super connecté, 150 mètres carrés, là aussi gelé dans notre palais des congrès, pour que nos clients puissent voir qu'on est vraiment à la pointe, parce qu'on ne sait pas qu'on est en province, qu'on est des ploucs. Hein. Parfois, est-ce que j'ai le patron d'une grande agence parisienne qui vient à Tours, il voit notre studio, il me dit « Mais attends, c'est fou, c'est comme à Paris ». Ben, je lui dis, tu sais, on a fait propre pour toi, hein, parce que généralement, on a nos bottes, tout bien, voilà, et puis on a le calumet de la paix, voilà. Donc, nos amis parisiens ont compris qu'on n'était pas très très loin de chez eux, qu'ils avaient des bonnes conditions, voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on ait ce genre de choses. On a vendu ça à quelques grands réseaux de franchise, très bien, mais est-ce que c'est ça qui fait la différence d'une destination, objectivement ? Tout le monde va avoir des studios plus ou moins bien. Voilà. Et donc, est-ce que c'est ça la différence ? Nous, on ne croit pas. On pense qu'il faut avoir quelque chose qui soit numérique, qu'on ne soit pas complètement débile pour connecter nos congressistes. Et je dis ça, on vient de sortir avec une belle entreprise qui est venue avec ses 1500 collaborateurs. Oui, on s'est branché 2 câbles pour qu'ils puissent communiquer avec leurs interlocuteurs américains. On sait faire. Mais est-ce que c'est ça l'axe de différenciation ? Moi, je ne crois pas. Ce qui fait l'effet waouh du couvent des Jacobins, c'est ça. C'est ça que tu vas vendre. Tu nous racontais ce matin au bureau du conseil d'administration de France Congrès ta belle histoire avec le mort que tu as trouvé qui a 1000 ans. Hein, c'est ça.
Pas toi, non, voilà. C'était pas toi le mort. Mais voilà. Donc tu as des histoires à raconter, et Karine ici, elle partage cette belle histoire. Donc nous, c'est ça qu'on va essayer de chercher. Donc le Il y a une sorte de numérique. storytelling de votre Mais de il votre faut équipement. faire un storytelling. La bataille, elle va être rude, et elle va être rude entre les destinations. Donc c'est pas une caméra qui va changer quoi que ce soit. C'est l'histoire que vous allez raconter, c'est la richesse de cette destination. Je me tais. Voilà, je me tais. David Granit, non, c'est important justement, en rebond sur ces promos, David Granit. C'est pas, le numérique, c'est un axe innovant, certes, mais pas déterminant pour ces lieux, pour ces équipements actuels d'accueil. Non, pas du tout déterminant. Non, je pense que je suis ici avec des gens qui ont vraiment la vision et qui ont cette notion d'écosystème, cette notion d'hybridation du lieu, non pas en termes de digital et physique, mais en termes d'ouverture sur la ville, d'ouverture sur la population, d'exploitation des mètres carrés qui sont de plus en plus durs à vendre, et de le faire en apportant une valeur ajoutée à la partie éphémère du centre de congrès. Donc il y a ici deux apports extrêmement intéressants. Pour moi, la notion d'écosystème et de cette vision holistique du transport, l'hospitalité, l'attractivité, le tourisme, le confort, etc. Et le storytelling. Pour moi, c'est vraiment les deux piliers de la réussite d'un centre des congrès. Le storytelling qui justement doit faire ressortir l'ADN du lieu, de la région, en mettant en avant les produits, les spécificités, les singularités. C'est un combat qui va être mené, un combat fraternel et sain. Mais c'est effectivement l'émotion qui va prôner la décision. Vous savez, les décisions, elles se prennent, qu'on le veuille ou non, elles se prennent quand même en majorité par l'émotion. C'est quand même notre subconscient qui décide pour nous la plupart du temps. Et notre subconscient, il réagit. Alors notre partie consciente, elle aime bien le côté cartésien, le côté réaliste, mais notre partie subconsciente, elle est beaucoup plus intéressée par l'émotionnel. Et donc du coup, d'avoir la partie cartésienne avec l'écosystème et les fonctionnalités et toute l'infrastructure qui permet un seul interlocuteur, un voyage sain avec une ville saine et des activités plaisantes, etc. Et d'un autre côté, d'avoir cette approche historique, cette approche émotionnelle et aussi cette approche, ce que j'aime beaucoup avec ce côté, on est allé voir les châteaux, les vignerons, on les a ramenés. Il y a ce côté fédérateur aussi, cette vitrine de la région sur le monde. Et je pense qu'ici, nous avons vraiment des pistes qui continuent cette discussion qu'on a depuis 2 jours. Et pour moi, c'est vraiment les deux piliers de la réussite, le storytelling et la gestion de l'écosystème, notamment sans oublier, vous l'avez mentionné, toute la partie académique et la partie économique qui va venir amener de la disruption, de l'innovation, de la valeur ajoutée aux discussions, aux réflexions que les centres de congrès ont sur leur avenir et sur la manière dont ils peuvent diversifier leur activité et réaffecter parfois, dans certains cas, leurs espaces qui sont peut-être trop grands ou avec des plafonds trop bas, ou etc., etc. Donc chaque lieu a ses petits défis, mais je pense que les réponses d'écosystème et de storytelling répondront aux défis de manière générique. Jean-François Quéroc, justement, comment cet investissement, investir, orienter son équipement, son équipement d'accueil, ça doit résonner avec la ligne politique d'un territoire. Est-ce qu'on doit être en accord ou parfois se détacher de la ligne politique d'un territoire pour rester, si j'ose dire, dans le bon réflexe du marché? Quelle question. Vous avez 2 heures. Non, évidemment, notre gouvernance, elle est politique. Oui. Ce sont des collectivités territoriales qui sont les actionnaires de la SPL. Donc effectivement, on se doit, c'est le résultat de l'élection, de respecter les orientations qui nous sont données. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les convictions professionnelles que l'on porte et puis évidemment la commande politique. La fonction métropolitaine d'un centre de congrès, il y a d'autres équipements qui y concourent, c'est évidemment d'apporter des réponses en termes d'attractivité, de retombées économiques, d'emploi, de valorisation aussi des stratégies des acteurs locaux. Et c'est évidemment ce à quoi nous nous sommes attachés d'emblée. Et d'autant plus facilement que c'est bien le ressort commercial qui nous permet d'accueillir des événements, que d'aller convaincre le chef de service du CHU de s'engager dans une candidature sur son secteur de compétences.
Donc il n'y a pas d'écart. Hein, simplement, ça demande une vigilance quand même permanente sur la qualité de la réponse que nous apportons au regard de ces éléments de la commande politique. À cet égard, il est clair, comme Christophe, qu'il y a eu une évolution, une fois que le temps du développement a été, enfin, de l'exploitation, du début d'exploitation a été généré, qu'il y a une demande qui a évolué sur le plan de la relation entre le centre de congrès et les citoyens. Hein, voilà. Donc on est aussi en train de travailler sur la manière d'y procéder, même si on s'était engagé d'emblée sur la création d'événements ouverts au grand public gratuitement, on voit bien que ce n'est pas tout à fait suffisant pour intégrer réellement le centre de congrès dans les habitudes de consommation des citoyens. Donc pas d'écart, hein, vraiment, mais une vigilance à bien vérifier, en rencontrant les élus, qu'on est dans les clous, au-delà du compte d'exploitation prévisionnel du centre de congrès. Même question pour vous, Christophe Caillot-Josse. On se détache, on est en accord, on est en lien permanent? Alors, nous, on essaye d'être en avance et pas simplement suivre ce que va nous demander un maire ou une collectivité. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans ce métier à divers postes, et je me suis toujours aperçu que les élus, et il y en a quelques-uns parmi nous, et franchement, c'est bien qu'ils se soient déplacés pour qu'ils connaissent notre métier. Voyez, parce que nombre ne connaissent pas notre métier et ne savent pas. La crise a été une chance pour ça? Mais franchement, je pense qu'on a pu mettre sur la table un certain nombre de sujets que les politiques, c'est pas parce qu'ils ne s'intéressaient pas, alors il y en a qui s'intéressent, d'autres qui ne s'intéressent pas, mais il y a des destinations dont... Ils n'avaient pas conscience, en fait. Ils ne savent pas bien ce que c'est. Il y a des destinations, on a la chance d'avoir comme président David Lisnard. Bon, c'est le maire de Cannes. Bon, Cannes, c'est l'ADN événementiel. Tout le monde pense événementiel à Cannes. À Tours, c'est pas vrai. Vous voyez, et puis il n'y a pas que moi. Voilà, donc nous, on essaye d'acculturer, comme on dit le vilain mot, nos politiques pour dire, voilà, c'est ça le tourisme d'affaires. Et par exemple, je prends le cas de l'éco-responsabilité. Avant les élections, j'avais un maire qui était plutôt de droite. Les nouvelles élections, j'ai eu un maire qui est plutôt écolo, enfin, même plutôt complètement écolo. Voilà. Mais avant qu'il soit là, moi je lui ai dit, monsieur le maire, je suis plus vert que vous. Parce qu'on a mis en place un système ISO 20121. Voilà, on a eu notre truc en 2019. On est dedans. Et puis, je lui ai fait voter, on a réuni le conseil d'administration, on a été le premier palais des congrès et parc d'exposition en France à devenir entreprise à mission. Vous voyez, c'est vraiment le Graal de l'éco-responsabilité. C'est dans vos statuts? C'est dans mes statuts. On a rentré une case où on dit on veut bien faire du développement économique, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on fait gaffe, logiquement, parce qu'on est jugé sur tout ce que l'on va faire. Je n'ai pas attendu le maire qui me le demande pour le faire. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans cette voie-là. Est-ce que vous voulez plus de plastique ou moins de plastique? Je ne sais pas. Vous voyez, donc, je pense qu'il faut travailler sur cet aspect-là, d'essayer de nourrir nos politiques, ceux qui ne sont pas encore convaincus, avec des idées, avec des tendances. C'est pour ça que ces rendez-vous qu'organise la profession sont toujours intéressants et qu'il faut pousser de notre côté pour que des élus participent, comprennent, entendent. Tu posais la question de l'impact économique. Je le redis, l'impact économique du tourisme d'affaires, c'est énorme. Je crois que c'est Corinne, ça serait bien qu'elle le redise Corinne Denuet. Justement, vous faites la transition. Bon, ben voilà. Voilà, parfait. Parfaite et habile transition. Corinne Denuet, la lumière va se faire dans la salle. Merci d'avoir accepté de témoigner avec nous. N'hésitez pas à vous lever, directrice de Labo l'événement. On aimerait avoir votre regard justement sur notre thématique et sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous partagez les points de vue? Est-ce que vous en démarquez? Je ne me démarque pas du tout de ce qui a été dit, intelligemment dit et carrément fait. Mais pour revenir à la question, c'est vrai que notre tutelle, qui représente ni plus ni moins l'ensemble des collectivités, pour peu qu'ils aient l'outil qui les rassemble, nous donne un mandat qui consiste à répondre à des missions. Ils utilisent des outils juridiques qui, quelque part, dessinent aussi leur degré d'implication et leur volonté de livrable. Et à nous de veiller aussi du périmètre de jeu qui nous est donné pour définir l'écosystème dont on parlait tout à l'heure des parties prenantes. Mais dans nos échanges, ce qui compte, c'est quand même le livrable, le résultat, la performance qui, à un moment donné, permet aussi
faciliter les investissements, le portage évidemment des nouveaux usages sur lesquels les futurs citoyens et participants attendront des solutions. Donc, je suis évidemment complètement d'accord avec tous mes collègues très professionnels qui ont prouvé en plus qu'ils savaient faire et que ces destinations-là, portées aussi par leurs élus, se différenciaient à l'échelle nationale dans l'agrégation de compétences diverses, mais dédiées à l'attractivité du territoire. Bon, nous, dans l'attractivité du territoire, on est une chaîne de valeur, parce qu'il y a tout ce qui est lié à l'attractivité d'entreprise, qui souvent est souvent plus prégnante dans les éléments de langage de nos élus. Pour autant, il y a un marché. Alors moi, je trouve que post-Covid, il y a une chose extraordinaire. C'est vrai qu'on va être beaucoup en compétition. Par contre, la logique identitaire qui va nous différencier et qui nous rassemblera jamais, puisqu'on a la chance d'avoir en France des territoires qui sont complètement différents. C'est d'ailleurs ce maillage régional qui fait que la France devient presque une exception sur le tourisme à l'échelle internationale, du moins ça l'était avant le Covid, et sur la dynamique culturelle, l'exception européenne dans nos montages divers et variés, et la logique festivalière nous amène quand même à rayonner au-delà de l'Europe. C'est le marché, c'est-à-dire nos commanditaires. Et qu'est-ce qu'on va leur apporter là dans les mois qui viennent ? Ce qu'on a commencé à travailler pendant tous les temps de Covid, là, où on a eu quand même beaucoup de choses à sauver, mais aussi à créer, c'est-à-dire un catalogue de solutions packagé avec des associés. En clair, on a créé nos consortiums, pour faire court. Et ça a une valeur marchande, c'est-à-dire qu'on livre quelque chose de clé en main, qui peut répondre à une problématique d'entreprise, qui peut aider à fédérer des membres d'une association, d'une société savante ou d'une fédération nationale, et on l'espère demain internationale. Ça va nous aider aussi à convaincre ou à faciliter la tâche d'une agence événementielle, parce que qu'est-ce qu'ils attendent, les agences ? Moi, j'ai fait une réunion avec des agences événementielles mardi soir, ils attendent des postes clés en main. Et ils ne voient absolument aucun champ concurrentiel dans leur métier, parce qu'ils ont compris qu'une chose, c'est que le commanditaire final, lui, ce qu'il veut, c'est une solution à sa problématique qu'il exprime plus ou moins bien, et avec une variété de choix. Donc, d'un point de vue business, qu'est-ce qu'on va apporter ? Et ça sera plus sur la valeur locative de nos sites qu'on devra se comparer. Je pense qu'il faut tout ça, pour moi, c'est le passé. C'est sur la plus-value que chaque territoire va apporter dans un package complet qui aura une valeur marchande. Parce que faire tout le travail qu'on fait, il suffit de travailler dans le privé, ça s'appelle des honoraires, quand on met de la matière grise et qu'on traite de la coopération. Parce qu'on se dit, il faut fédérer, il faut associer, très bien. Enfin, ça, c'est du travail. Donc, nous, le postulat qu'on s'est donné à la Baule, c'est qu'on trace. Parce que fédérer, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir embarquer tout le monde, parce que certains seront réfractaires dans les nouvelles pratiques, parce qu'ils n'ont pas compris que le monde de demain, ce n'est pas celui d'hier. Donc, c'est monter des solutions, des hybridés, qui associera le monde professionnel avec le monde résidentiel, parce qu'on parle de citoyens et tout ça. Moi, je ne suis pas une politique, je suis au mandat d'élus qui, d'ailleurs, dans cette nouvelle génération d'élus, apportent quand même une contribution massive dans le rayonnement de nos métiers. Et ça, c'est aussi intéressant post-Covid. Mais la performance commerciale qui nous anime, parce qu'en clair, nous, notre tête, elle est sur le bio tous les ans quand on rend des comptes d'exploitation, c'est la résultante financière. Eh bien, le commanditaire, il faudra qu'il mette le prix sur ce travail qu'on a, pour certains, déjà bien avancé. On parlait du travail qui a été fait à Rennes, qui est remarquable. Ben, ça a une valeur marchande. Et ça, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on le dégrade. Donc moi, je profite qu'on soit tous là pour dire, arrêtons de parler de nos comparaisons de tarifs, d'éléments d'espace et tout ça. On ne vend pas des espaces. D'ailleurs, ça fait des années que dans la profession, on dit qu'on n'est plus des loueurs d'espace. Pourquoi ? Parce qu'on ambiance des événements. Mais qu'est-ce qu'on va apporter demain ? En clair, on va leur livrer des solutions territoriales. Voilà. Et c'est très fort, ça. Et si on se débrouille bien en France pour être assez en synergie dans le timing, ça peut même faire une grosse différenciation à l'échelle internationale. Parce que là, pour le moment, on va avoir 2-3 ans, on va matcher sur des compètes nationales. Mais à un moment donné, il faut espérer quand même qu'à l'échelle internationale, le monde va revenir comme avant. Eh bien, si franchement, dans ce mouvement qui nous réunit aujourd'hui, on est d'accord sur le postulat, les stratégies de moyens, ça veut dire que la différenciation sur ce travail collectif se fera à l'international. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement nos élus qu'il faut convaincre, c'est des organismes d'État,
on en connaît quelques-uns, qui quelque part devraient se saisir de ces initiatives territoriales pour en faire un assemblage et dire voilà, surtout à la veille des JO 2024, hein, quand même, eh bien la France de demain, ça sera ça. Voilà, donc dans la question que vous posiez, où il y a plusieurs attendus, le modèle des équipements demain dans les usages qui seront faits par rapport à toutes les communautés que nous réunissons, la logique de la cohérence de la traduction de politique publique sur lequel nous sommes en livrable, enfin on est opérationnel aussi, hein. On ne se substitue pas à nos élus, c'est eux qui ont le mandat, hein, et ils nous font confiance. Donc, à nous aussi de proposer tout ce marketing de l'offre territoriale. Comme ça, il n'y aura pas de champ concurrentiel. C'est la solution du meilleur. Il n'y a pas un territoire mieux que l'autre. Si chaque identité ressorte de notre industrie événementielle, eh bien, la différence se fera sur la volonté qui correspondra plus à la problématique. Et ça a une valeur marchande. Voilà. Et moi, je pense qu'on n'a pas assez parlé de la commande. Donc, comme de toute façon, c'est la poule et l'œuf, hein, je pense que c'est l'offre demain qui fera la demande. Parce que pour avoir fait cet exercice de réunion de commanditaires, c'est le flou absolu. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Hein. Et ils attendent de nous des solutions. Alors moi, je dis, quand un marché attend des solutions, c'est l'autoroute du plaisir. Hein. Donc continuons de faire plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la qualité de votre question. Merci beaucoup Corinne Desnuet pour cette analyse particulièrement pertinente et inspirante. Messieurs, David Granit, vous partagez ces propos, cette logique identitaire, on ne vend pas de l'espace, on vend des solutions territoriales, on n'est pas dans un champ concurrentiel, vous approuvez? Alors j'abonde, j'approuve et je remercie Madame pour son intervention. Je trouve que c'est très pertinent et ça ouvre une réflexion. Si on ramène ça bêtement à l'équipement et que on parle de non plus d'une compétition entre régions, mais de positionner la France comme étant un lieu compétitif à l'échelle internationale. Peut-être que France Congrès, et là je pense à haute voix, hein, mais peut-être que France Congrès et peut-être que des associations ou des sociétés fêtières peuvent commencer à fédérer les commandes de techniques et obtenir des rabais drastiques, parce que c'est pas l'équipement qui fera la différence. C'est effectivement l'histoire et l'écosystème et l'identité. Et donc, si on parle ici d'équipement, vraiment de manière terre à terre, technique, qu'est-ce qu'il faut pour que... là, il y a peut-être un travail, un effort collectif à fournir tous ensemble pour réussir à mettre la pression sur les fabricants et sur les revendeurs en commandant en masse et en obtenant des rabais monstrueux. Enfin, il y a cette idée donc de compétition entre les régions qui est une compétition saine, mais je crois que le point qui est soulevé ici, c'est que c'est pas une véritable compétition, c'est un effort collectif et une vision commune que tout le monde doit avoir pour amener la nation quelque part à un état d'attractivité pour les congrès où du coup il y aurait tellement de demandes, l'offre serait tellement abondante et diversifiée que chaque centre des congrès serait rempli de différents contenus en tout temps. Donc c'est intéressant de voir cette envie de fédérer la vision et le mécanisme, et pourquoi pas aller plus loin et fédérer aussi les prestations, et donc de pouvoir d'avoir un poids conséquent auprès des fournisseurs et des prestataires, et de leur tordre le bras en disant si tu me perds moi, tu nous perds tous. Et la France a toutes ses chances, vous qui venez de Suisse, qui avez une vision internationale, la France a vraiment toutes ses chances? Alors oui, la France a clairement des atouts, des cartes à jouer, ne serait-ce que par l'histoire et l'impact que la France a eu sur le monde, et le rayonnement et l'exception culturelle française qui est quand même qui fait rêver de l'Asie aux États-Unis. Donc bien sûr que vous partez déjà avec un temps d'avance quelque part. C'est quand même plus glamour de venir en France qu'en Allemagne, je vous le garantis. Alors en Suisse, on a quand même ce côté un peu banque, luxe, pharma, qui fait qu'on a peut-être une approche un petit peu moins émotionnelle, et puis un petit peu plus suisse-allemande comme ça. Dans les régions latines francophones,
On voit que les centres des congrès, comme le Palais de Beaulieu à Lausanne, le Swiss Tech Convention Center à Lausanne également, ou Palexpo, ou même le 2M2C à Montreux, ils ont une activité, ils tournent. Alors Beaulieu a peut-être plus de mal parce que justement le Swiss Tech qui est venu s'installer à 800 mètres à vol d'oiseau, bah, c'est sûr que là ça péjore. Mais ce que je peux vous dire de Beaulieu justement, c'est que ils ont totalement réaffecté leurs espaces, ils ont réfléchi. Et puis, alors, ça faisait de la peine pour les anciens qui voyaient la halle principale se transformer en école d'école d'infirmières. Ça a fait mal de voir le tribunal olympique venir prendre une salle magnifique dans laquelle on faisait des galas et des choses qui étaient vraiment superbes et qui sont finalement devenues des bureaux. Ça fait mal, mais c'est la dure réalité et c'est des décisions que certains centres de congrès sont obligés de prendre, en tout cas là d'où je viens. Et il y a des grandes réflexions avec Palexpo. Qui a d'énormes surfaces avec des plafonds extrêmement hauts, des halles vraiment très impressionnantes. Il y a une réflexion aussi de comment justement installer des pôles d'attractivité pérennes et d'exploiter et de redonner un peu un sens à Palexpo pour la population. Donc là, on a fait pas mal de propositions, même pendant le Covid. On voulait faire utiliser les parkings de Palexpo pour faire un Noël magique en voiture. C'était tellement triste, il y avait plus, c'était Noël, il y avait rien, et vous pouvez aller nulle part. Donc on a essayé vite de faire un truc avec plein d'artistes dans les parkings, avoir des voitures qui passent avec des émetteurs FM qui permettaient de voir, de traverser une sorte d'expérience onirique qui mettait en avant les artistes de la région. Donc ça, voilà, c'est typiquement ce genre de petites actions qui vont, à mon avis, donner de la valeur au lieu en tant que lieu de vie pour les résidents. Jean-François Quéroc, sur ce thème, on ne vous a pas entendu justement sur l'approche création de fédérer autour d'écosystèmes. Le lieu ne fait pas tout en fait. Alors, certainement pas, le lieu ne fait pas tout. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, chacun se retrouve dans cette exigence de réunir de multiples compétences autour de la proposition qui est faite à nos marchés. Non, par rapport à ce que nous a dit Corinne, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est très juste. Je dirais peut-être que la question de l'écosystème, finalement, ça dépend aussi des échelles dans lesquelles on se situe. Évidemment, celle qui s'impose à nous, c'est l'échelle métropolitaine, évidemment. Voilà, on est au service de la métropole. Mais ça ne nous exonère pas de trouver aussi d'autres terrains de collaboration et de coopération. Alors ça vaut beaucoup en matière de tourisme, évidemment, et nous, on travaille de l'estuaire de la Loire à l'estuaire du Couesnon avec plein de partenaires territoriaux sur l'invention de propositions touristiques. Mais ça nous éloigne peut-être un petit peu du sujet. Mais ça va aussi pour le monde sur le terrain des rencontres professionnelles, ne serait-ce qu'au travers de l'activité qui est inscrite, nous, dans nos statuts de production d'événements ou de coproduction d'événements ou d'initiation à la création d'événements comme des éléments qui, évidemment, sont au service des politiques, des lignes d'investissement politiques et économiques du territoire. Je ne ramène pas ça aux politiciens, mais bien à des politiques d'investissement qui peuvent relever des acteurs privés aussi. Et donc, ça nous amène là à envisager des coopérations avec des territoires qui nous sont proches, et donc des outils de congrès qui nous sont proches, expos ou congrès qui nous sont proches. Donc, c'est une autre forme d'écosystème qui, d'ailleurs, enrichit considérablement notre capacité d'apport et de développement. Alors, c'est pas simple, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qu'il me semble important de développer. Enfin, moi, je suis un grand militant des coopérations territoriales, pour rien vous cacher. Voilà, je crois aux coopérations territoriales à la mesure de ce qui est opérationnel, évidemment. Pas pour le principe d'en faire, mais il y a des avantages importants à exploiter. Je trouve qu'on est, en France, on n'a pas beaucoup cette culture des coopérations territoriales. On voit bien d'ailleurs qu'il faut administrer les coopérations territoriales pour qu'elles voient le jour. Voilà, c'est la loi qui le fait. Et je pense qu'on manque de capacité, là, de connivence pour établir des partenariats. Alors, ce qui est compliqué, un bon partenariat, c'est quand on se sent en responsabilité de l'intérêt de l'autre. Pas si simple. Pas si simple. Mais il faut tenir le manche. Je pense qu'il y a vraiment là des leviers de développement importants. Non, vraiment, ce qui a été dit là me semble tout à fait cohérent. Enfin, je pense que les propos qui ont été tenus renvoient bien aux conditions de développement. Et ce qu'a dit Corinne, je reviens quand même sur ce qu'a dit Corinne sur
Chacun a ses arguments à faire valoir. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Là, il n'y a pas de concurrence sur la façon dont nous parlons à nos marchés. Chacun parle de sa manière. D'où l'importance, mon cher Christophe, de l'éditorialisation, le récit. Enfin, nous, très clairement, on a investi dans le récit en faisant venir dans l'entreprise des compétences rédactionnelles, journalistiques, pour que ce récit prenne corps et d'efficacité. Donc, c'est vraiment une chose très, très importante que le récit, mais ça a été dit. Christophe Caillojosse, on vient d'entendre donc Jean-François Queiroc qui nous dit chacun a ses arguments à faire valoir. C'est ce que disait Corinne Denue également. Il faut être pour des coopérations territoriales. Malgré tout, vous me disiez en préparant cette discussion que la bataille entre villes va être terrible. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est sous l'angle et sous cet aspect éco-responsable qui est primordial et qui va être un facteur différenciant entre les villes, les territoires et les équipements d'accueil? C'est quand même une bataille qui se joue. Alors c'est vrai que la bataille se joue entre différents équipements, entre différentes storytelling, entre l'intérêt aussi d'un congrès, d'une convention, d'un événement de se déplacer dans tel ou tel type d'endroit, mais à chaque ville de susciter l'intérêt par rapport à... En fait, on va segmenter de plus en plus les gens qu'on va aller chercher, prospecter, etc., pour qu'ils se sentent à l'aise avec nous. Et je dis que là où ça va se gagner demain, c'est ceux qui ont réussi à faire de la bonne coopération avec les collectivités intraterritoriales, mais c'est aussi ceux qui auront su convaincre, dialoguer avec l'ensemble du petit écosystème. Vous savez, ce petit écosystème qui est tout autour de nous. Parce que, par exemple, nous, on essaie d'être un petit peu en avance. Et je dis nous, c'est nous les destinations, sur le Palais des Congrès, Parc Expo ou les grands lieux culturels. On essaie d'être éco-responsable, on essaie d'avoir plein de labels, on essaie de s'occuper bien des collaborateurs qui travaillent avec nous. Mais il faut que le territoire soit en accord les autres avec ce que nous faisons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un palais des congrès qui est super au top de l'éco-responsabilité et puis le mec d'en face qui a une petite cabane pour faire des soirées de gala et qui se fout de tout. Donc il y a une vraie responsabilité de partager l'information avec cet écosystème qui va nourrir tout un territoire. Alors c'est un vœu, moi je me bats beaucoup là-dessus, que l'hôtelier, quand il reçoit quelqu'un, ou quand il y a un congrès, par exemple j'étais tout à l'heure, je suis désolé, je suis au Novotel. Je dis tiens, je vais au congrès France Congrès. Ne vous excusez pas. Non mais voilà, j'ai pas pris le plus cher parce que je fais attention aux hôtels où je vais. Bon, je dis je vais au congrès France Congrès. Et donc les deux réceptionnistes me disent bon, on n'était pas au courant qu'il y avait un congrès France Congrès. Je trouve ça nul, en fait. Parce que Novotel, c'est une belle marque. France Congrès, au couvent des Jacobins, c'est un beau rendez-vous, même voilà, si on n'est pas 2000. Avec des intervenants de haut niveau. Et des animateurs, on peut en parler aussi. Mais il faut que ça se sache, que n'importe quel petit congrès qui se tienne dans la ville, il y ait un partage de l'information. Alors ça a raté, ils en ont peut-être parlé, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Et donc pour moi, c'est important d'essayer de travailler. C'est pour ça que ce qu'a mis en place Emmanuel avec France Congrès événements sur la destination internationale et innovante permet quelque part de travailler avec les autres parties prenantes du territoire. Et moi, ça me semble... Parce qu'on ne peut pas faire juste Hollywood. C'est beau la façade et puis derrière, c'est le bordel. Vous voyez ? Je vous ai vu réagir, Jean-François Queiroc. Oui, il y a une chose qui me semble totalement déterminante pour l'avenir. On vient de traverser une crise extrêmement sévère. On voit que les enjeux autour du développement durable, de la RSE, sont devenus aujourd'hui éminents. Qu'ils conditionnent notre capacité à parler au marché. Je veux dire, peut-être pas demain matin, mais après-demain, très certainement. Ça sera éliminatoire, qu'on soit reconnu comme une destination innovante et durable ou pas. Et ta réflexion sur les acteurs là, qui m'a fait réagir, parce que ce qui me paraît tout à fait important, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans une destination, une structure qui répond à tous les critères de son métier, qui peut revendiquer le label développement durable, et effectivement un écosystème fait d'acteurs qui en sont totalement éloignés. Et là, il y a une véritable interrogation sur l'évolution de nos missions en tant qu'outil des collectivités territoriales au travers de l'ingénierie. J'en parlais ce matin au bureau. Je pense qu'on doit, il faut, c'est impératif, développer
de l'accompagnement auprès des plus petits acteurs de la filière qui n'ont pas le temps, pas l'énergie, pas la psychologie pour s'engager dans des démarches d'économie d'énergie, de gestion des déchets, etc., etc. Or, ils vont compter, ces acteurs, dans l'appréciation de la qualité de la destination. Donc, si on ne les emmène pas dans cette direction-là, eh bien, c'est nous les premiers qui vont souffrir, parce qu'on ne sera pas certifié, tout simplement, ou on ne pourra pas renouveler la certification qu'on aura obtenue dans un premier temps. Donc, l'ingénierie au sens vraiment terrain, accompagnement dans les entreprises, c'est considérable. Ah, c'est compliqué, parce que ça demande des ressources humaines, et ça, c'est une évolution importante à la fois des missions, que nos structures peuvent, après tout, revendiquer, mais aussi de la conviction que l'on pourra dégager auprès des collectivités pour qu'elles dégagent les moyens qui nous permettront de mettre en œuvre ces missions. Voilà, c'est la réflexion qui me faisait penser. Oui, David Granic. Alors, c'est très intéressant, cette notion de développement durable comme critère de choix. Et aujourd'hui, c'est peut-être un critère idéologique, mais dans quelques mois ou quelques années, ça sera un critère éliminatoire. Et je vous le dis en connaissance de cause, nous venons aussi de passer le ISO. Je suis venu en train et ça a été imposé par la direction. Donc je me suis fait 7 heures de train. C'était volontiers, maintenant j'ai compris. Mais je vais vous donner l'exemple d'un de nos clients qui est Microsoft et qu'on opère dans le monde entier et qui vise un bilan carbone à zéro donc, pour 2027. Enfin, quelque chose qui est quand même super impressionnant quand on sait les data centers qu'ils ont, etc., etc. Microsoft va nous imposer dans nos choix et dans nos sélections non seulement de lieux, mais de prestataires et de choix au sein de l'écosystème, d'avoir des certifications et des moyens de prouver que la chaîne est effectivement durable de A à Z. Pas seulement le centre de congrès, comme vous le disiez. Et donc, l'effort qu'il faut fournir. Et là, de nouveau, je reviens à peut-être l'interterritoire. Il faut que vous travaillez ensemble. Peut-être que là, Paris a un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces écosystèmes pour rester compétitif. Parce qu'il y a l'histoire, il y a tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, mais il faut aussi regarder les critères éliminatoires. Non pas seulement les critères de choix qui nous permettront de faire la sélection, mais si je suis amoureux de Tours ou de Rennes et que je veux dire à Microsoft, je pense qu'ici c'est vraiment bien, etc., et qu'on se rend compte que c'est Hollywood et que derrière la façade ça ne va pas, mon client va me dire non, parce que c'est mon image qui est impliquée, et donc du coup vous avez mon image entre vos mains, et donc c'est éliminatoire, parce qu'en plus maintenant on se l'impose à nous-mêmes avec ces certifications ISO qui font que je viens en train. Donc voilà, donc je voulais juste appuyer le point de vue client et le point de vue agence, où du coup c'est vrai que le critère de durabilité devient un critère éliminatoire. On parle d'horizon. Oh, c'est là, Après-demain. c'est là, c'est vraiment là. On y est, vous le ressentez déjà, tous les deux? Oui. Point de micro peut-être. Christophe. Non, mais il y a des compétitions. Si vous n'avez pas, alors aujourd'hui la base c'est ISO 221. Enfin voilà, vous rentrez même pas dedans. Enfin, je veux dire, les gens vous disent vous avez le critère machin. Non, il y a pas. Merci, au revoir. Donc c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain. En ce qui nous concerne aussi, et que ça touche tous les secteurs. Voilà. Les directions générales de nos donneurs d'ordre sont très claires sur ce qu'ils attendent voilà, comme vous venez de l'exprimer. David Granit. Ouais, pardon, je tiens à dire, c'est pas seulement à l'échelle des marchés, c'est-à-dire qu'on est un groupe mondial et qu'on a, là c'est Dorier qui a passé cette certification, on a au sein du groupe tout un groupe de travail sur la durabilité qui impose à l'ensemble des marchés, à l'ensemble du monde, des méthodes de travail, des méthodes de gestion de déchets, des méthodes de mobilité, au sein évidemment de mobilité liée à l'activité professionnelle bien sûr, mais quand même on impose, et donc c'est en fait le bureau espagnol qui dirige cette vision de durabilité et qui a tout un bureau qui travaille que sur comment est-ce que MCI Group, en tant que groupe, peut être un groupe durable avec un bilan carbone le plus bas possible, afin non seulement de conserver la confiance de nos clients, mais de pouvoir avoir un impact positif sur le monde, etc. Et donc cette image que MCI Group tente de cultiver au sein de ses clients, mais aussi au sein du grand public, c'est une image qui est fragile et qu'il faut entretenir. Et donc du coup, c'est dans nos critères de choix, comme vous le disiez, les RFP, les choses comme ça ne vont
plus arriver dans les lieux où on n'a pas de certification et où on peut montrer patte blanche en disant non, non, nous, on a fait notre travail, on a suivi les directives. Donc oui, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant. Jean-François Keroc. Oui, juste un petit témoignage. Quand la structure a été créée en 2014, on a installé un conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles. Une des commissions de travail s'est intéressée à la RSE et à la qualité. Et on disait dans les premières réunions, les critères d'éligibilité relevant de la RSE, c'est pour dans 10 ou 15 ans. Bon, l'accélération, elle est violente. Très, très violente. Alors, le Covid est passé par là et ça a sans doute été un facteur aggravant, si je puis dire, mais au bon sens du terme, de cette accélération. Et donc, on y est. Là, je confirme totalement que nous y sommes. Voilà, c'est maintenant qu'il faut savoir répondre. Et c'est maintenant de nourrir cet échange à l'aide de vos questions, vos remarques, vos témoignages. La lumière se fait, des micros sont à votre disposition. Notre hôtesse est ici pour vous faciliter les choses. N'hésitez pas à vous manifester, à réagir, à commenter, à apporter votre éclairage, votre témoignage. N'hésitez pas. C'est l'occasion jamais d'échanger, d'intervenir avec nos intervenants de grande qualité, je ne le dirai jamais assez, qui souhaite apporter son éclairage, poser une question ou nous livrer son témoignage. Oui, madame, au deuxième rang, troisième rang, voilà. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour madame, on vous écoute. Bonjour à tous, Nathalie Durandé, le cabinet Origami. Moi, j'avais dans les autres missions que tu évoquais, Jean-François, des missions un peu nouvelles de ces outils que vous êtes. Je pense qu'il y a, et vous l'avez exprimé, mais chacun à votre manière, c'est aussi cette mission de design de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense aujourd'hui vraiment que les outils d'accueil, les sites d'accueil sont des designers de l'offre de leur territoire. Donc on a parlé là de la qualité de la chaîne de valeur et notamment l'engagement autour de la valeur et autour des valeurs de la RSE, mais je crois qu'il y a aussi, on a parlé de marketing de l'offre, et je crois qu'il y a besoin de designer beaucoup de territoires qui ont plein de richesses, de rapprocher des acteurs qui sont parfois éloignés de la filière maïs, notamment des acteurs touristiques. On a parlé beaucoup de la culture, mais il y a aussi des acteurs sur le volet du loisir ou d'autres activités qu'il faut rapprocher de la filière maïs, mais qu'il va falloir acculturer, comme tu dis, qu'il va falloir effectivement sûrement accompagner pour que la qualité des offres soit évidemment à la hauteur. Donc je crois que cette mission aussi, pour moi, elle incombe aussi. Voilà, aussi. Alors c'était plutôt non pas une question, mais je pense que vous avez peut-être, mais en tout cas une interpellation pour les sites d'accueil. Et justement, ça fait écho à vos préoccupations, être designer, cette mission de designer de l'offre de territoire, messieurs. Christophe Caillojosse. Complètement. Moi, je pense que les sites doivent être à la pointe de ce qui se fait, de ce que l'on peut proposer, d'être à l'écoute et d'emmener tout un territoire vers le client, lui proposer la meilleure expérience. Alors c'est vrai qu'on a une richesse en France et que chaque territoire peut apporter quelque chose d'autre, de différent, etc., selon les envies de tel ou tel type d'entreprise, là où il se sent bien, etc. Mais à nous de détecter ce qu'il y a de meilleur chez nous. L'excellence. Exactement, l'excellence. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Corinne aussi. La France, on est une terre extraordinaire. La Suisse aussi, franchement, à Montreux, le Palais des Congrès qui va être refait est vraiment super dans l'expérience aussi. Mais c'est vrai que chez nous, c'est quand même pas mal. Mais excellence et singularité. C'est ça. C'est un beau combat, on fait un beau métier, on est en plein dedans, une révolution incroyable. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que la collectivité qui a investi souvent des millions, des dizaines de millions pour faire nos sites, c'est colossal. Hein, votre question, quel modèle gagnant pour nos équipements d'accueil et quelle cohérence avec les priorités de la collectivité? En fait, ce n'est pas tellement de la collectivité, c'est quelle cohérence avec les priorités du territoire, parce que ça emmène tout le monde. Ça doit dépasser le simple. On ne fait pas simplement plaisir au président de la métropole. Il ne faut pas faire simplement plaisir au maire local. Il faut emmener un écosystème qui va par le tourisme, qui va par les agences événementielles, par les restaurateurs, par les traiteurs, pour vendre. Les universités, les pôles de hôpitaux, recherche. Voilà. Et c'est ça notre travail passionnant. Moi, je pense qu'il est là. C'est emmener les gens dans une dynamique. Donc, à nous d'être bons, pas trop rater les tendances, trouver des financements, convaincre des politiques pour leur dire voilà, ça c'est bon pour le territoire. Et que quand le client vient chez nous, parce qu'on fait ça quand même pour un client, quand vous regardiez tout à l'heure ce que disait Renaud Hamed, patron de Comexposium, enfin, je veux dire, c'est un grand pourvoyeur de salons, il nous utilise quand même. Bon, nous on est un peu petits certes, mais d'autres sites plus grands. Il va attendre cette expérience-là. Il veut, quand il a dit, moi je veux arriver, je veux qu'il y ait un effet waouh. Mais ce n'est pas simplement pour le cadre, c'est aussi pour la façon d'être accueilli. J'arrive, bonjour monsieur, bonjour madame. Enfin bon, vous voyez, des choses qui sont bêtes comme ça.
et que toute destination peut revendiquer, au client de choisir le moment où il sera le mieux quelque part. Est-ce qu'il sera bien à Lille? Est-ce qu'il sera bien à Cannes? Il est toujours bien à Cannes, de toute façon. Ils sont trop remplis à Cannes. C'est pas, voilà. Jean-François Quéroc, vous sentez l'âme d'un designer de l'offre de territoire? Écoutez, moi, peut-être pas à titre personnel, mais au titre des fonctions de la structure, oui. Je le disais tout à l'heure, hein, quelques mois après la création de la structure, on a mis en place le Conseil des acteurs du tourisme et les rencontres professionnelles. C'est 3 collèges, le collège des acteurs du tourisme au sens des adhérents à un office du tourisme, celui de l'économie et de l'académique, et puis on va dire les acteurs de la vie sociale, principalement les acteurs culturels. Et en fait, l'enjeu, c'était de les faire s'intéresser à la démarche MICE, et de leur montrer qu'ils avaient une part de responsabilité dans la réussite du projet, mais qu'ils avaient aussi une part à en tirer, au service de leur stratégie, de leur métier, etc. Et je considère que ça a plutôt bien fonctionné, mais que ça demande une énergie folle. Donc il ne faut pas mésestimer l'énergie que cela demande, parce qu'il n'y a pas de temps de répit dans l'animation des acteurs et dans la fabrication ou la refabrication de leur motivation à travailler ensemble. Donc, c'est indispensable. Franchement, c'est indispensable. De toute façon, ce ne serait pas cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conditions d'éligibilité du statut de destination. Il faut un système d'alliance. Enfin, il y a 2 systèmes d'alliance principaux. Il y a le premier, je ne sais pas par ordre d'importance, ils sont tous les 2 aussi importants, c'est avec tous ceux qui contribuent à la fabrication finalement des candidatures. Nous sommes candidats, nous devons être un territoire candidat à l'accueil, à la fabrication d'événements. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui relèvent plutôt des sphères académiques et économiques, on va dire, pour faire court. Puis le second système d'alliance, c'est avec tous ceux qui, à nos côtés, fabriquent l'offre. Et donc, c'est ensemble que l'on doit faire le dessin de cette offre, que l'on doit la formater. Tant on n'existe pas sans eux, et réciproquement, eux sans nous. Donc c'est cette révélation continue qu'il faut travailler, et puis se mettre concrètement sur les sujets. C'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore notre offre, quel engagement on peut prendre et souscrire dans nos différents métiers. Il faut que ça soit concret, sinon le client il s'en fout. Il faut que ça soit le plus concret possible. Voilà, c'est une façon de conduire, de se fixer les objectifs. Mais encore une fois, il ne faut pas mésestimer le temps qu'il faut y consacrer. Dans les 5 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais quand même donner la parole à nouveau à notre spécialiste technologie. On vous a beaucoup utilisé, beaucoup pressé hier pendant notre événement à Saint-Malo. David Granit, avec grand plaisir, et on s'est régalé avec vous. On parlait de cette mission de designer de l'offre de territoire. On vous demande d'être des couteaux suisses, mesdames, messieurs, être partenaire économique local, être éco-responsable, on l'a dit, et produire de l'innovation. Alors l'innovation, on l'a dit, elle ne doit pas phagocyter le lieu et l'événement, mais malgré tout, quelle doit être sa part? Vous avez là, vous m'avez un peu piégé. Je ne sais pas quelle est la part d'innovation. Par contre, je peux vous donner des exemples concrets de développement qu'on a fait avec les universités ou les petits écosystèmes de start-up, d'innovation qui sont... Alors, bon, on a beaucoup de chance autour de Lausanne, on a quand même énormément avec l'école polytechnique d'intervenants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ECAL, la AIDE, donc qui sont des écoles d'art et de design. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc, il y a l'exemple de Technis, où Technis, on a beaucoup collaboré à l'époque où j'étais à Lausanne pour développer leur offre et pour faire des tests. Et donc, on a appliqué leur tapis en premier chez nous. Et ils l'ont fait gratuitement et on leur a offert la possibilité, quand nous, on avait 120 000 visiteurs en 10 jours, de pouvoir vraiment tester la robustesse de leurs solutions, l'efficacité de leurs algorithmes, la pertinence des taux de rétention comparé à vraiment ce que c'est réellement, etc. Donc d'offrir aussi le parc, ou je dirais le centre de congrès, comme terrain de recherche, comme terrain de jeu pour les chercheurs, que ça soit dans des sciences humaines comme la psychologie ou l'anthropologie, que ça soit dans la technologie, donc tout ce qui est aujourd'hui capteur, que ça soit des capteurs au sol comme Technis, ou alors des capteurs infrarouges ou caméras pour faire du heat mapping, ou alors des capteurs qui sont destinés à l'opération de robots pour automatiser le rangement des rigs ou des choses comme ça.
toutes ces choses-là font l'objet d'études dans des États-Unis, dans des universités, pas que aux États-Unis. Et du coup, ces universités-là ont besoin de terrains de jeu. Ils ont besoin de possibilités de faire des preuves de leur concept. Si vous allez voir les pôles de recherche et vous allez voir des professeurs et que vous leur dites j'ai une halle de 13 000 mètres carrés et j'ai une moyenne de 40 000 ou 50 ou 100 000 personnes par an qui passent par là, il y a des études, les universités sont friandes de ce genre d'interaction. Donc on a développé énormément de solutions et on a aidé aussi l'écosystème local à répondre à nos besoins. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est que quand on va chercher dans les universités les petites sociétés qui émanent d'incubateurs innovants, de l'académie et qui commencent à être progressivement libérés dans le monde du privé et qui doivent grandir de leurs propres ailes, il y a ici une possibilité d'une passerelle entre ce petit monde, ce petit cocon protégé qui est l'incubateur de l'université, etc. Et puis après, on les laisse dans le grand monde et ils vont se battre contre des mastodontes. Il y a peut-être ce petit pas qu'ils ont besoin, ce petit coup de pouce, où en fait, c'est j'appelle ça du ouin-ouin en Suisse, c'est un win-win francisé. Donc on fait un joli ouin-ouin où du coup, eux récolte de la donnée, récolte de l'expérience, récolte du benchmark, récolte aussi de la crédibilité. Et nous, ça nous permet de tester les technologies, de voir leur pertinence dans notre business model, quel qu'il soit, et ensuite de pouvoir, et c'est là où ça devient intéressant, influencer sur le développement du produit afin qu'il réponde à nos besoins. Et ensemble, les jeunes startups développent leurs produits en fonction des besoins des centres de congrès locaux. Et tout d'un coup, l'écosystème non seulement est fédéré, mais il peut être maintenu, entretenu et même créé. Et donc, on peut commencer à provoquer. Pourquoi ? Et aussi, il faut comprendre le mécanisme des financements de la recherche, et même à l'échelle européenne. Si tout d'un coup, un partenariat public-privé dans le cadre académique permet une avancée scientifique dans un domaine qui permettra à telle université de rayonner ou de sortir un papier, etc. C'est là aussi où il faut capitaliser sur l'innovation et sur la possibilité d'intégrer des nouvelles technologies et des solutions innovantes au sein des centres de congrès. On est dans un business model et on est dans un secteur qui est en pleine crise, ou en tout cas non, en pleine transformation, en pleine mutation. C'est très ambitieux ou même je dirais prétentieux de prétendre savoir quelle technologie va répondre aux besoins de demain, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'est demain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces notions d'écosystème et ces notions d'histoire. Et donc, si on veut impliquer des technologies qui sont, quand elles sont éprouvées et à l'échelle industrielle, extrêmement coûteuses, avec en plus une obsolescence qui donnerait le tournis à tout financier, parce qu'on n'a même pas le temps de l'amortir, que ça vaut plus rien. Et du coup, là, c'est là où moi je pense que l'entrée de l'innovation et la part d'innovation qu'on a qui peut être apportée au centre des congrès, elle réside dans la recherche académique, dans le partenariat public-privé et dans la mise en avant des jeunes pousses de la région pour leur donner une plateforme de recherche et de test qui leur permet d'améliorer leurs produits et pourquoi pas de les influencer pour répondre à nos besoins spécifiquement. Merci beaucoup David Granic pour cet éclairage innovation. Merci beaucoup messieurs. Vos applaudissements pour nos intervenants, que je remercie de la qualité de leurs interventions. Merci beaucoup. Merci de votre attention, cher public, chers congressistes. Je vous invite maintenant à vous diriger vers notre showroom, Halle 1, avec nos entreprises Innoventech qui vous attendent. Merci, messieurs. Et notez bien ce rendez-vous très important, 16h45, salle dortoir, au même niveau que notre showroom, pour participer au workshop Fort Instructif Trajectoire MICE 2025, mené par Laetitia Zappella. 2 thématiques de 30 minutes chacune vont s'enchaîner sur le thème éco-responsabilité. Quelles sont les formes d'investissement à privilégier pour améliorer la performance de son action? Et autre thématique qui s'enchaînera pendant 30 minutes, le développement durable devient-il le nouveau biais créatif et expérientiel d'une destination engagée? Donc on continue à parler éco-responsabilité et développement durable pendant ce workshop. 16h45, notez-le bien, dans notre salle dortoir, qui est au même niveau donc, que notre showroom, auquel je vous invite à participer dès maintenant. Bonne suite de forum à toutes et à tous et merci de votre attention.